Bonjour, donc dans cette vidéo, dans une capsule précédente, je vous présentais l'Inukshuk et puis les 7 grosses roches qui le composent. Puis lorsque je suis arrivée à la roche 3, je vous ai dit qu'une capsule serait consacrée seulement à cette roche-là. Donc nous y sommes. Cette capsule va porter sur la triangulation de l'apprentissage. Mon discours va être teinté quand même beaucoup des mathématiques. Par contre, il faut retenir que trianguler ou faire la triangulation des apprentissages, c'est quelque chose qui peut se vivre dans l'ensemble des disciplines, puis aussi quant à nos compétences transversales. Donc, c'est une posture évaluative qui est transdisciplinaire. Alors, avant d'aller plus loin, on revient sur qu'est-ce que c'est. Ben, dans triangulation, on entend triangle. Donc, le moyen, si on veut, le truc pour le retenir, c'est notre triangle. Notre triangle, dans le fond, chacun des sommets, c'est 3 sources où l'enseignant va venir prendre des observations. Prendre des observations ou recueillir des preuves d'apprentissage. C'est plus ça le terme que je cherchais. Donc, un des cercles sera justement les observations faites en classe. Un autre sommet sera les conversations faites avec les élèves. Puis, le dernier sommet sera les productions des élèves. Donc, en fait, lorsqu'on fait une triangulation des apprentissages, on cherche à recueillir des preuves d'apprentissage qui vont être relatives aux matières puis aux habiletés d'apprentissage puis aux habitudes de travail. Donc, c'est ce que je nomme lorsque je vous parle de compétences transversales et de transdisciplinarité. Je vais chercher des preuves qui vont être liées à mes résultats dont j'aurais parlé aux élèves avant, puis aux critères d'évaluation que j'aurais fixés pour les notions enseignées. Ce que ça va me permettre, ça va me permettre de déceler une tendance générale. Ça va me permettre, quand je le fais, de déceler la tendance générale, je dois accorder une importance plus grande aux traces les plus récentes. Donc, celles qui sont le plus près du moment où j'aurai à donner un jugement dans un but de sanction. Donc, je suis en train de dire que on se sert des observations, des conversations et des productions pour poser un jugement sur la compétence de l'élève. Pourquoi on pense que la triangulation peut être une voie à explorer? Ben, c'est parce que selon les divers livres de référence, puis vous verrez les références en fin de présentation, ben, c'est que la triangulation permet de vérifier si l'élève a atteint les résultats d'apprentissage en utilisant des critères d'évaluation qui vont être établis avec lui. Fait que vous vous souvenez de nos pierres de l'Inukshuk, les élèves savent dès la deuxième pierre quels sont les critères d'évaluation. Ça permet à l'enseignant d'exercer un jugement professionnel de qualité au sujet de l'apprentissage de l'élève parce qu'on va multiplier les façons les stratégies pour poser notre jugement. Ça permet d'adapter nos stratégies d'enseignement aux besoins des élèves. Donc, parce que trianguler nous permet de tenir compte de nos observations puis des conversations qu'on a avec les élèves, ben, on peut s'inscrire dans un processus très dynamique parce que cette évaluation-là peut nous servir à l'apprentissage des élèves, peut nous servir de levier pour ajuster notre planification. Donc, notre planification, normalement, devrait être comme un GPS. On devrait être souvent en recalcul en cours pour la moduler selon la progression des élèves, puis selon les résultats les résultats d'observation, de conversation, de production qu'on est en train d'observer, puis la tendance générale qu'on observe. C'est quoi les avantages de faire la triangulation d'évaluation? Bien, elle augmente la fidélité et la validité des résultats de l'apprentissage parce qu'elle permet d'avoir un portrait juste de ce que l'élève connaît, peut faire ou peut exprimer. Donc, ça nous permet en variant les modalités évaluatives, bien, ça nous permet vraiment d'avoir un portrait que je pourrais dire 360 de mon élève. Alors que parfois, certains types de tâches créer de l'interférence. Si on prend par exemple la situation problème, un élève qui éprouve des difficultés majeures en lecture, en situation de problème, pourrait se retrouver à faire piètre figure, alors que c'est peut-être un mathématicien en devenir. Peut-être que cet enfant-là est tout à fait capable de résoudre des problèmes d'ordre mathématique, mais le type de tâche qu'on lui propose vient peut-être créer beaucoup d'interférences, alors en triangulant, en multipliant les stratégies évaluatives, puis en multipliant les points d'entrée, si on veut, mais je vais peut-être être capable de déceler une tendance que je n'aurais pas pu déceler ou que je n'aurais pas pu déceler assez rapidement ou aussi rapidement en privilégiant seulement un type de stratégie d'évaluation. Ensuite, ben, ça facilite la mise en œuvre de la différenciation pédagogique parce que en voyant
en ayant un portrait 360 de l'élève, ça me permet de repérer à la fois ses défis, mais à la fois aussi ses forces sur lesquelles je pourrais tabler pour venir, dans le fond, aider cet élève-là à progresser comme il faut, puis rapidement. Fait que là, je vous ai nommé les avantages, le pourquoi, le comment, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de trianguler en mathématiques? Donc là, on est plus dans une partie un peu plus mathématique que d'autres auparavant. Donc, j'ai redéplacé ma petite fenêtre pour que vous puissiez bien voir. C'est une vignette qui est tirée d'une présentation de M. Benoît Dumas, ressources régionales pour le ministère de l'Éducation, qui reprend là, la triangulation, puis qui vient nommer des types de tâches qu'on pourrait faire, puis des outils de consignation pour consigner les observations qu'on fait. Donc, si on débute par l'apprentissage, je recommence par l'observation. Donc, les contextes d'observation, c'est peut-être lorsqu'on fait des causeries mathématiques, c'est peut-être lorsqu'on a des discussions avec les élèves, lorsqu'on circule à travers les équipes, qu'on discute avec eux de ce qu'ils font, puis qui essaient de nous convaincre, de prouver leur point, ben, ça engendre des discussions. Donc, ça peut être un contexte où on va aller chercher des preuves d'apprentissage. Ensuite, la présentation de stratégies, présenter des solutions. Lorsque l'enfant nous fait une démonstration, justement pour nous convaincre que son point de vue est le bon, ben on est en train de poser des observations. Puis où je peux consigner ces observations-là? Ben, je peux les consigner sur des grilles, sur des listes de vérification. Je peux les avoir en vidéo. Donc, si je suis en mode à distance, puis que l'élève fait une vidéo ou enregistre le son de sa voix, un enregistrement audio, pour convaincre de son point de vue de sa preuve mathématique. Ça peut être un outil de consignation ou encore des fiches anecdotiques. Mais ça, c'est quand on circule puis qu'on se prend des notes, ben on appelle ça des fiches anecdotiques. Évidemment, les profs d'expérience le savent bien, c'est important ces notes-là de les consigner au même endroit puis de les structurer parce que quand on prend des notes sur des feuilles brouillons, ben les feuilles brouillons se perdent, c'est dommage parce que, comme vous voyez, ben ça peut être des observations qui sont précieuses. Au niveau des conversations, donc, au niveau des conversations, c'est peut-être lorsqu'on fait des entretiens avec les élèves en mathématiques ou encore des entrevues. C'est peut-être lorsqu'on fait des questionnements à l'oral ou encore lorsqu'on fait une activité de type pense, parle, partage. C'est peut-être lorsque les conversations, les élèves se parlent entre eux ou débattent d'un point de vue au niveau mathématique ou encore, ben, les enregistrements audio ou vidéo peuvent revenir. Puis dans les outils de consignation, je n'y reviens pas parce que c'est sensiblement les mêmes. Puis ça, mais ce sera à vous de voir, selon les tâches qui sont proposées, votre couleur enseignante, quel type d'outil de consignation sera le plus efficace, puis sera le plus celui dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Il n'y a pas nécessairement un équivalent. Là. On peut pas dire que la discussion, il faut absolument avoir une grille. Ça va parfois dépendre de la couleur enseignante. Donc, c'est à vous de voir comment on pourrait comment vous pourriez vous sentir à l'aise là-dedans. Ensuite, au niveau de la production, c'est souvent les tâches écrites. Donc, la production, c'est là où on est le meilleur. Là. Je vous dirais que c'est là où on performe le plus. Donc, les tâches écrites, soit lorsqu'on fait des problèmes mathématiques là, de la banque régionale, ou encore lorsque vous donnez des feuilles dans les maths en 3 temps ou dans les causeries pour que l'élève garde des traces de leur raisonnement, bien, ça peut être une production qui est tout à fait recevable pour émettre un jugement. Ensuite, des portfolios, des devoirs, des tests, ce sont des productions. Puis, évidemment, bien, les outils de consignation, vous les connaissez bien, donc les grilles, les listes de vérification, les notes sur la production. Donc là, vous avez des exemples de tâches. Vous aurez aussi, là, vous aurez un document issu de la table régionale pour vous donner aussi d'autres types de tâches, puis montrer qu'est-ce qu'on peut recueillir comme production, observation ou conversation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces traces-là multiplient les points d'entrée pour vous faire un jugement quant à l'évaluation au service de l'apprentissage, puis éventuellement aussi pour émettre un jugement pour l'évaluation dans un but de sanction. Donc, l'idée à retenir, c'est de multiplier les points d'entrée pour avoir un portrait 360 de notre élève, pour pas seulement avoir un type d'évaluation qui pourrait porter préjudice à cet enfant-là, parce que rendrait pas justice à l'ensemble de sa compétence, puis de son savoir-faire. L'autre chose aussi que je veux amener, puis je l'ai abordé dans la capsule précédente, c'est qu'il y a une grande partie de ça où on va chercher des preuves d'apprentissage. Puis je trouve que
ce qui est une grande partie de ça, c'est que on redonne un peu à l'élève la responsabilité de prouver qu'il est capable. Donc, en mathématiques, je vous ai parlé dans la formation animée en mathématiques, beaucoup d'échanges, de discussions, voire de débats mathématiques, d'essayer de justifier, de prouver son point de vue, de décrire avec d'autres personnes sa façon de faire, sa stratégie, sa pensée, puis à quel point sa façon de faire est peut-être plus parlante ou plus recevable qu'une autre. Donc, il y a comme une idée là où l'élève doit prouver, puis c'est un peu ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'élève doit, dans une certaine mesure, puis en regard de son âge, être capable de démontrer sa compétence et sa connaissance. Donc, c'est ce qu'on va rechercher. On recherche des preuves d'apprentissage. On ne recherche pas des moments où l'élève se trompe, mais plutôt des moments où l'élève nous démontre qu'il est capable. Donc là, il y a peut-être chez vous, tu sais, une réflexion à avoir. Dans quel paradigme je me situe dans ma classe? Est-ce que je recherche, est-ce que j'évalue en recherchant ce que l'élève est incapable de faire? Donc, je recherche les erreurs ou au contraire, pendant toute mon étape, je consigne les réussites de mon élève ou, dans le fond, je lui donne la responsabilité de me montrer ce qu'il est capable de réussir. Il y a là une réflexion intéressante à mener. Donc, je vous avais dit que je vous montrais les références. Je tasserai pas tout de suite la vidéo parce que j'ai peur. Là, je sais pas trop ce que ça fait quand je le fais, donc je prendrai pas trop de risques. Mais vous avez en lien la formation J'enseigne à distance de la TELUC que j'ai consulté en décembre, là, qui parle de la triangulation. Ensuite, vous avez le document du Conseil francophone de l'Ontario pour qui mentionne, qui explique dans le fond notre troisième pierre. La présentation de M. Benoît Dumas, ressources régionales pour le ministère. Puis, vous avez aussi le livre qui se nomme L'évaluation en cours d'apprentissage paru aux éditions Chenelière de Madame Davies. Donc, si vous voulez creuser, forer plus loin, ben ça peut être une perspective intéressante. Si vous voulez creuser l'idée des grosses roches, 4, 5, 6, donc celles qui ont rapport à l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et la rétroaction, ben, je vous rappelle qu'une formation asynchrone existe où je traite de cette dimension-là en mathématiques. Donc, au plaisir!